le grand honneur d'avoir Mohamed qui représente l'ARP, l'autorité de régulation de la publicité, ce matin. Voilà. Donc, on a Bonjour pas à mal de tous. contenu. On a pas mal de contenu. Salut Mohamed, merci d'être là. On a pas mal de contenu ce matin, donc on va surtout le laisser dérouler. Et puis, on essaiera d'avoir à la fin 15-20 minutes de questions-réponses avec Mohamed, donc avec un expert du sujet. Et c'est super de t'avoir ce matin, Mohamed. Donc, vas-y, à toi, si tu peux projeter. Merci Thomas. Bonjour à tous. Je suis Bonjour. très heureux d'être ici avec vous. D'ailleurs, je remercie la BCMA de son invitation pour partager avec vous toutes ces bonnes pratiques qui ont pu être adoptées par les professionnels réunis au sein de l'ARP. Le focus que je vous propose, c'est donc vraiment, on va parler de co-création et application des règles et on fera un focus sur le marketing d'influence sous deux aspects. Hop. Le marketing d'influence et on fera un point aussi sectoriel sur la loi E20 et la manière dont on vous donnera quelques clés sur la manière dont on applique la loi E20 au brand content et au marketing d'influence. C'est un sujet sur lequel on nous interroge régulièrement et on s'est dit que ça pouvait certainement vous être utile. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler co-création, applicabilité des règles, on verra pourquoi on parle d'applicabilité des règles et de marketing d'influence, juste quelques mots sur l'ARP. J'imagine que vous nous connaissez tous, donc ça ira très très vite. Donc on est l'organisme de déontologie publicitaire en France. On regroupe à ce titre donc toute l'industrie publicitaire que sont les marques, leurs agences et les médias et aussi tout acteur de la chaîne de valeur qui, ensemble, réunis en son sein, adopte des bonnes pratiques, des règles déontologiques et s'engage à les respecter. Donc, on ne date pas d'hier, parce qu'on a été créé en 1935, donc depuis plus de 80 ans. C'est à peu près 800 entreprises adhérentes. Quand je vous dis engagement de respecter ces règles déontologiques, ça se traduit par deux choses. En fait, déjà, en nous confiant le soin de veiller à la bonne application de ces règles avant diffusion, en accompagnant nos membres. On fait beaucoup de pédagogie, on rend beaucoup de conseils. On a rendu plus de 21 000 conseils l'an dernier. Donc, on a une équipe d'une dizaine de juristes en fait, qui répond à des cas, à tous nos adhérents, pour tout média. Souvent, on pense qu'on est compétent uniquement sur la télévision, mais l'ARP est compétente pour tout média, soit presse, le digital. Et donc aussi après diffusion en contrôlant, en veillant à la bonne application de ces règles grâce à des monitorings des observatoires, mais aussi une instance indépendante qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire et qui traite des plaintes, des consommateurs, des professionnels aussi, parce qu'il y a des règles déontologiques de loyauté entre concurrents. Et la sanction, elle est inspirée d'une notion très britannique qui est le name and shame, en fait, donc qui consiste en une publication d'une décision sur le site du jury de déontologie publicitaire. C'est une instance indépendante qui est présidée par des magistrats du Conseil d'État, la Cour de cassation. C'est 9 personnes issues de la société civile. On est aussi un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. On porte la déontologie auprès des pouvoirs publics, auprès des autorités administratives indépendantes, des ministères. Et voilà. En quelques mots, l'ARP. Donc, ce sont donc près de 800 marques, agences, médias, régies, plateformes. Et pourquoi plateformes ? On a noté, et je pense qu'il faut s'en réjouir, que plusieurs plateformes nous ont rejoints récemment, notamment tout dernièrement TikTok. Et donc, avec elles, avec une réelle volonté de plus en plus affirmée de s'ouvrir aux bonnes pratiques de l'industrie et non pas sur leurs seules policies internes, parce qu'elles ont aussi des enjeux vis-à-vis des pouvoirs publics et aussi au niveau européen. Et donc, on travaille de plus en plus avec les plateformes et donc dernièrement TikTok, justement, pour les accompagner pour une publicité plus responsable et respectueuse des audiences, particulièrement compte tenu des jeunes audiences. On élabore donc la déontologie et une des dernières règles qu'on a pu adopter, c'est la règle liée au marketing d'influence. Pour la petite histoire, ce qui s'est passé à l'origine, on a un membre du conseil d'administration qui est patron d'une grande agence qui est venu nous voir en disant « Voilà, j'ai organisé un événement pour un client qui est un constructeur automobile. J'ai invité des influenceurs et je leur ai demandé d'utiliser un hashtag en particulier. Et là, aujourd'hui, je fais l'objet d'un contrôle de la répression des fraudes, la DGCCRF. On me reproche de ne pas avoir identifié les posts au moyen d'un hashtag sponsorisé, publicité ou partenariat.
Or, je n'ai jamais rien exigé, nous dit-il, de ces influenceurs. Ils étaient libres de tweeter ou pas. Et s'ils tweetaient, ils auraient pu tweeter en bien ou en mal. Si on m'impose de mettre hashtag sponsorisé ou hashtag partenariat à du contenu qui ne relève pas d'un partenariat, eh bien, on va tuer les RP, les relations presse, qui elles, sont aussi anciennes que la presse. Et c'est là toute la force de la déontologie, des bonnes pratiques professionnelles, c'est qu'en 3 réunions, les professionnels sont réunis et ont défini des critères objectifs pour qualifier les collaborations, quand est-ce qu'on était dans les RP, quand est-ce qu'on basculait dans la collaboration commerciale et quand est-ce qu'on assimilait le contenu à de la publicité. Ce n'est pas pour autant qu'on assimilera, et j'expliquerai tout à l'heure, le contenu qui résulte d'une collaboration commerciale à de la publicité classique qui emportera l'application de toutes les règles déontologiques qu'on applique traditionnellement à la publicité classique. Et en 3 réunions, donc, ces critères ont pu être déterminés et on les a portés auprès de la DGCCRF et ils ont été jugés pertinents. Ces critères sont pleins de bon sens, en fait, c'est les engagements réciproques. Dès lors que de part et d'autre, vous avez des engagements réciproques, côté créateur, de produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, ça peut être un paiement, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau, donc ce n'est pas uniquement un paiement. Là, on entre dans la collaboration commerciale et là, le texte dit qu'elle doit être dévoilée de manière explicite et instantanée. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous faire part de ces règles-là, j'aimerais juste faire un petit point sur l'influence en 2020 et m'appuyer sur une étude très récemment publiée par Reach. On constate vraiment un alignement cette année des valeurs de la marque et de l'influenceur, avec des créateurs qui sont de plus en plus sélectifs sur leur partenariat avec les marques et qui vont vraiment sélectionner des marques qui correspondent à leurs valeurs, qui deviennent vraiment les fondations de l'identité du créateur. Et selon cette étude Reach, je pense qui est paru la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, 65% des influenceurs interrogés ont indiqué avoir, parmi les principales raisons de refus de partenariat, avoir indiqué ne pas aimer ou ne pas croire aux produits qui lui étaient proposés. 55%, c'est de la compatibilité avec les valeurs de l'influenceur. 41%, c'est parce que la rémunération était inexistante. Et si on descend, on voit quand même 30%, c'est le manque de liberté dans la création du contenu. Donc, il y a vraiment une notion dans la co-création de lâcher prise qui est fondamentale, qui est nécessaire. Et c'est vraiment ce qu'ont voulu justement préserver les professionnels dans le cadre de cette recommandation adoptée au sein de l'ARP. Et on le verra pourquoi. Les valeurs qui ont amené les influenceurs à décliner des partenariats, 45%, c'est le respect de l'environnement. Et en deuxième position, on a la transparence. À savoir, la marque ne souhaitait pas que l'influenceur mentionne le partenariat. C'est une des raisons, c'est le deuxième motif de refus en fait, de partenariat. 22% la cause animale, 20% les conditions de travail des employés, 19% la santé, 7% la mixité sociale et ethnique, pareil pour l'égalité homme-femme et 5% prévention et sécurité. C'est un bon moyen d'avoir en tête un peu 2020, la manière dont l'influence a évolué. Bien sûr, on constate des dérives de certains types d'influenceurs, mais vraiment dans cette notion de co-création, il y a cette notion de liberté, cette liberté de ton, ce qui fait qu'on va activer de l'influence et qu'on va souhaiter justement s'adosser à un style, d'un influenceur. Donc on aura un contenu qui sera empreint de sa personnalité, et c'est en ça qu'on ne va pas nécessairement, pour ce contenu hybride qui résulte d'une co-création entre un créateur, un individu, un influenceur et une marque, on ne va pas appliquer bêtement toutes les règles qu'on appliquerait traditionnellement à de la publicité. Il y a un petit motion design de 2 minutes, je me permets de vous le diffuser, qui explique ces règles-là, qui résume ces règles-là de manière assez synthétique et on trouve assez bien faite. L'ARP, comme autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est le lieu qui réunit les professionnels de la communication. Les annonceurs, leurs agences, les médias, bref, les créateurs, émetteurs ou diffuseurs de communication commerciale pour le compte des marques. Les professionnels responsables. Pourquoi responsables? Parce qu'ils créent des règles éthiques et qu'ils s'engagent à les respecter. Des règles professionnelles qui garantissent notre liberté, celle de créer, d'entreprendre. Des règles pour assurer une loyauté sans faille à l'égard des consommateurs, mais aussi entre professionnels. Des règles pour valoriser les bonnes pratiques au détriment des mauvaises. Des règles créées par les professionnels pour qu'elles ne nous soient pas imposées par d'autres. Une des dernières règles adoptées par l'ARP porte sur les relations entre influenceurs et marques. Vous savez, quand un influenceur, qu'il soit blogueur, youtubeur, célébrité, sportif, prend la parole pour le compte d'une marque ou la mentionne tout simplement. Cette règle s'inscrit dans la recommandation
communication publicitaire digitale. Alors, quels sont les engagements pris par les professionnels réunis au sein de l'ARP? Règle numéro 1, la transparence. Lorsqu'un influenceur s'exprime dans le cadre d'une collaboration commerciale avec une marque, une collaboration qui fait naître des engagements réciproques, comme par exemple une invitation, un voyage, un cadeau ou un paiement en échange d'un contenu, alors cette collaboration commerciale doit être portée à la connaissance du public. Comment? De manière explicite et instantanée. Explicite. Attention, tout le monde n'est pas familier des hashtags collab, hashtag sponsor ou hashtag SP, encore moins des termes anglais de type hashtag ad ou product review. Préférez des termes clairs et accessibles à tous, par exemple des termes comme en partenariat avec ou sponsorisé par. Instantané. La collaboration commerciale doit être révélée instantanément, ce qui veut dire immédiatement et sans action nécessaire de l'utilisateur. Donc on évitera le besoin de cliquer pour prendre connaissance de la nature commerciale d'un contenu, ou sa révélation en fin de vidéo par exemple. Attention, si le contenu peut être partagé, l'information sur la nature commerciale doit l'accompagner. Assumer la relation commerciale comme telle, la dévoiler de manière transparente, ne fera que renforcer la confiance et donc le lien avec votre audience. Règle numéro 2, la loyauté. Pour renforcer davantage cette confiance, comme dans la vraie vie, soyez sincère et honnête. Et les autres règles traditionnellement applicables à la publicité classique doivent-elles être toutes observées, par exemple? Donc, oui, la fin est importante. C'est que sur l'applicabilité des règles, et ça c'est clé, Applicables à la publicité classique doivent-elles être toutes observées? Par exemple, ne pas présenter un véhicule sur un espace naturel ou ne pas mettre en avant sa puissance, ne pas présenter certaines situations de consommation devant un écran. Ces règles devront être respectées si et seulement si, au-delà de la commande d'un contenu axé sur un produit ou un service, l'annonceur ou son représentant exerce un contrôle prépondérant et une validation avant publication de ce contenu. Alors, comme pour une publicité classique, l'ensemble des règles déontologiques aura vocation à s'appliquer. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, en fait, s'il fallait vraiment représenter les différents niveaux sur une seule slide, ce serait celle-ci. Je suis désolé, il y a beaucoup de texte. Sur la partie gauche, vous avez on est en dehors du champ de la recommandation. On a un influenceur qui s'exprime indépendamment de toute forme de relation avec une marque ou alors qui a reçu un produit, bénéficié d'un service. Il a été invité à un événement, mais il est libre d'en parler ou pas. On est en dehors de la recommandation. On n'a rien à indiquer comme type de collaboration. En revanche, quand on entre dans la phase à droite, enfin dans la zone à droite, où là, pour qu'on a des engagements réciproques, comme je disais tout à l'heure, là, il va falloir indiquer cette collaboration commerciale. Et dans les collaborations commerciales, si on a un contenu qui est axé sur un produit ou un service, donc on a 3 conditions cumulatives. Si on a bien sûr des engagements réciproques, un contenu qui est axé sur un produit ou un service, et si on a un contrôle éditorial prépondérant de la marque, et une validation du contenu avant sa publication. Dans ce cas-là, les professionnels ont décidé de qualifier le contenu de publicité. Contrôle éditorial prépondérant, il faut vraiment comprendre un scénario que j'impose à un influenceur ou à un créateur où la marge de manœuvre est très très faible et la validation, c'est le final cut. Donc c'est bien et en fait. On a bien et en fait. Il faut un contrôle prépondérant et une validation. Et là, pour le coup, plus un contenu qui est axé autour du produit, et bien là, on qualifiera le contenu de publicitaire. On est vraiment en lien avec cette notion de dépublicitarisation qu'on parle de plus en plus dans le cadre du brand content, qui est ce phénomène de mise en culture des marques, où les marques vont créer des formes culturelles, les marques vont s'adosser à des formes culturelles et ne pas forcément... pour véhiculer bien sûr leurs valeurs, mais ne pas forcément axer un contenu sur un produit. Eh bien, à défaut d'être sur et ce phénomène est de plus en plus vrai aujourd'hui, et particulièrement cette année où pour le coup les marques ont souhaité vraiment mettre en avant leurs engagements RSE, leur ADN, leur raison d'être, leur purpose, comme on le dit en fait. Et le brand content est un véhicule qui est parfait pour ça. On a des contenus qui sont de moins en moins axés sur le produit et on est vraiment en lien avec le brand content. Alors, est-ce que l'influence est une sous-famille du brand content? Je pense qu'on aura tout intérêt à définir ensemble les différents concepts et les différentes familles et une taxonomie peut-être de toutes ces notions-là. Mais on est vraiment déjà en 2017, quand on a adopté la règle, on avait déjà les professionnels en tout cas qui ont rédigé la règle avaient déjà en tête cette nécessité d'avoir une application circonstanciée des règles selon le degré d'implication de la marque et selon le caractère dépublicitarisé ou non d'un contenu. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir définir ces règles, on l'espère, au sein de l'ARP
ces bonnes pratiques applicables au brand content précisément. Et c'est important parce que si on appliquait des règles traditionnellement applicables à la pub classique, eh bien, on ne pourrait pas voir ce type de contenu. Là, en l'occurrence, on a un contenu qui est fait par Norman pour Ubisoft à l'occasion de la sortie d'un volet d'Assassin's Creed qui s'appelle donc Assassin des Templiers. Et là, on est vraiment dans un scénario qui emprunte sa personnalité, il a eu une marge de liberté. Alors bien sûr, Ubisoft a toujours conserve quand même un moyen de contrôle du contenu pour s'assurer eh bien, que le contenu est en phase avec ses valeurs, avec son ADN, et surtout que des informations qui figureraient soient bonnes, en fait, qu'on n'ait pas des problèmes de loyauté vis-à-vis du consommateur. Eh bien, typiquement, cette scène-là où ils se mettent à courir sur les toits, eh bien, on serait fondé à intervenir, nous, à l'ARP, sur la base des comportements dangereux que les professionnels s'interdisent de représenter en publicité. Eh bien là, on s'abstiendra de le faire parce qu'on est dans un contenu hybride qui est entre l'éditorial et la communication commerciale. Et intervenir là-dessus pour une histoire de comportement dangereux, eh bien, ce serait purement et simplement tuer le marketing d'influence qui, justement, en fait, si on active du marketing d'influence, c'est pour bénéficier de la personnalité d'un auteur afin de cibler une audience, bien définir son audience. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'appliquera pas la recommandation comportement dangereux de la RPP. Et ça va être valable pour plein d'autres situations. Là, on a encore une fois Norman qui a un partenariat avec OCS pour la sortie d'une saison de The Walking Dead. Eh bien, il y a des scènes de violence, mais en même temps, on est dans un contenu qui véhicule sa personnalité. Et bien, du coup, là, on n'appliquera pas bêtement les règles applicables à la violence qu'on appliquerait en publicité. Tout comme là, on a un YouTuber en fait qui est spécialisé dans les véhicules de course. Et bien, il a un partenariat avec Mercedes pour faire une revue positive de l'AMG GTS. Et bien, en France, il faut savoir que les constructeurs automobiles s'interdisent de communiquer sur la puissance ou la vitesse en publicité. Eh bien là, on aura une application relative de ce texte-là parce que justement, le contenu, il est coécrit, il est codécidé, il est défini aussi par l'influenceur. Donc voilà, donc c'est cet espace de liberté aussi qu'il faut préserver parce qu'on est dans un contenu qui n'est, même s'il s'agit d'une communication commerciale qui doit être identifiée comme telle et qui doit être loyale vis-à-vis des audiences, eh bien, n'est pas assimilable à une publicité classique. Une brève étude de cas pour qualifier la nature de la collaboration commerciale. On a un exemple de relation entre une marque et un créateur. Donc là, en l'occurrence, c'est une équipe éditoriale bien chez Melty. Ils vont recevoir une gamme de produits sans gluten de la marque Sarrasin. Ils sont libres d'en parler ou pas. La marque n'exerce aucun contrôle prépondérant ni validation du contenu. La prise de parole ne vise pas la promotion particulière du service, en tout cas, n'a pas été commandée pour ça. Eh bien, la conséquence, c'est qu'on ne mentionnera pas la collaboration commerciale et on n'appliquera pas les recommandations de l'ARP encadrant la publicité classique. On est dans une RP vraiment classique. Là, on a un autre exemple où on a une blogueuse, une digital mum, qui reçoit tous les mois de la Redoute des produits. Elle est libre de les mettre en ligne ou pas pour elle et ses enfants, donc elle est sur son blog. Et pour toute commande, donc c'est de l'affiliation, pour toute commande qui est prise depuis son blog, elle perçoit une commission de 6%. Eh bien, là, on a des engagements réciproques, mais le contenu, la manière dont elle va le mettre en scène, elle est libre de le définir et elle est libre de choisir les produits qu'elle mettra en ligne. Eh bien, la conséquence, c'est bien sûr la collaboration commerciale avec la Redoute doit être mentionnée, mais on ne va pas considérer le contenu comme étant publicitaire. Parce que la marque, là, elle ne pourrait pas être tenue responsable d'un manquement sur un contenu sur lequel elle n'a pas la maîtrise, justement. Donc, elle est libre, en fait, de définir. Pareil, pour là, on a une blogueuse qui s'appelle Kenza et qui est invitée par la Villa Schweppes. Elle a un contrat donc avec la Villa Schweppes. Eh bien, elle en parlera sur son blog. Eh bien, là, mais elle est en même temps libre du discours, en fait. Eh bien là, il faudra qu'elle mentionne sa collaboration commerciale, mais on n'appliquera pas pour autant toutes les règles qui encadrent la publicité classique. Donc voilà un peu, je pense que vous avez bien en tête les différentes situations. Là, on a Jérém Star qui, lui, a un partenariat avec Oasis. Et bien, Oasis va lui fournir les moyens via son agence,
sans doute l'agence Marcel, via son agence, les moyens, les éléments graphiques, la prod, la post-prod, mais on aura un contenu qui ne sera pas axé sur le produit en tant que tel. Il est libre, il co-définit, co-écrit en fait un scénario qui est caractéristique, parce qu'il est réputé pour interviewer des stars de la télé-réalité dans sa baignoire. Donc on va s'appuyer, on va s'adosser sur son univers. Et s'adosser à son univers, pardon, et bien là, bien sûr, il y a une collaboration commerciale, d'ailleurs il le dit assez clairement, avec l'humour qui le caractérise bien, on le voit en bas, donc on est dans le cadre d'une collaboration commerciale, mais ce n'est pas pour autant qu'on va considérer le contenu comme étant publicitaire, parce qu'on est vraiment dans une co-création. Alors, bien sûr, les grands principes éthiques de loyauté devront toujours être respectés. Et là, on a un cas où, pour le coup, c'est une mise en scène, c'est une influenceuse qui est mise en scène dans une publicité classique. Donc là, on est dans des cas d'engagement réciproque avec un contrôle prépondérant et une validation, et un contenu qui est clairement axé sur le produit et le service. Là, on est dans une publicité vraiment, pour le coup, classique. Donc pour jeunes. Donc là, bien sûr, on mentionne la collaboration commerciale, s'il y a un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas d'un pré-roll, et la nature publicitaire, et on appliquera les règles qui encadrent la publicité. Alors, nous, on procède d'un faisceau d'indices pour déterminer s'il y a des engagements réciproques. Est-ce qu'il y a un écrit? Faisceau d'indices, c'est est-ce qu'il y a une récurrence de poste pour une même marque? Est-ce qu'il y a des éléments de langage identiques ou proches qui sont repris entre plusieurs influenceurs dans le cadre d'une même campagne? Est-ce que la marque réendosse le contenu sur ses actifs, sur ses comptes, un contenu qui avait été nativement, initialement créé par un influenceur? Donc, tous ces indices-là, en fait, vont nous permettre de déterminer l'existence d'une collaboration commerciale. Là, on a un père de famille qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Studio Bubble Tea, qui filme régulièrement donc, ses enfants. Le statut de l'enfant influenceur a évolué avec la loi Suder, on le verra tout à l'heure. Très récemment, et bien là, on voit qu'il y a une récurrence de poste pour une marque, en l'occurrence Ferrero. Et bien oui, bien sûr, on va se douter qu'il y a un partenariat. Et même s'il n'y avait pas de contrat, cette récurrence en fait de cadeaux peut créer une forme de réciprocité forcée, une collaboration de fait qui pourrait amener donc le jury de déontologie publicitaire à requalifier la relation comme relevant d'une collaboration commerciale, même si initialement il n'y a pas d'engagement réciproque. Donc là aussi, cette réciprocité forcée peut naître d'une collaboration qui se répète dans le temps. Les éléments de langage identiques, là, on les a. Effectivement, là, c'est un vrai copier-coller qu'on va retrouver chez plusieurs influenceurs pour des produits. Là, on est sur du placement de produits type star de la télé-réalité, avec des agences vraiment spécialisées sur le sujet. C'est un copier-coller. On va retrouver les mêmes éléments de langage. Et bien, on va définir, effectivement, ça va nous permettre de retenir l'existence d'une collaboration commerciale. Et donc, le fait de devoir l'identifier comme tel, ce qui est le cas ici avec le hashtag sponsorisé en tête de post Instagram. Ou la reprise sur les actifs d'une marque. Par exemple, là, on a un blog, mon blog de filles. On a une revue positive pour Aven. Et bien la marque Aven va reprendre l'article sur son site. Et bien là, on va retenir la qualification publicitaire, parce qu'à partir du moment où la marque l'endosse, eh bien, elle devra s'assurer que le contenu respecte la communication publicitaire, donc tout ce qui est règles qui encadrent la recommandation cosmétique, par exemple, de l'ARP. Sur les modalités d'identification, bon, c'est assez simple. L'usage des fonctionnalités des plateformes qui est prévu pour ça, par exemple sur YouTube, inclut une communication commerciale, ou sur Instagram, partenariat rémunéré avec, sont pour nous largement suffisantes pour indiquer la collaboration de manière explicite et instantanée, de manière claire. Donc, ça peut se faire bien sûr aussi à l'audio. Je ne vais pas vous envoyer la vidéo, mais là, on a un YouTuber en fait, qui est spécialisé dans l'astronomie. À un moment donné, il y a un cut et il fait la promotion d'un aspirateur Dyson. Il nous dit à l'audio que cet épisode a été sponsorisé par Dyson. Donc, ça peut se faire à l'audio. Alors, attention, on considérera, nous, qu'un grand merci à nom de la marque n'est pas suffisant pour induire l'existence d'une collaboration commerciale. On peut très bien avoir été invité par une marque sans pour autant qu'il y ait d'engagement réciproque. Donc, le merci à Patex, le merci pour la participation de CS ou autres ne sont pas suffisants pour indiquer, oui, ne sont pas suffisants pour indiquer la collaboration commerciale.
Alors sur Instagram, pour les stories, on peut le mettre dans le corps du contenu ou vraiment en utilisant la fonctionnalité partenariat rémunéré, c'est aussi suffisant. On évitera tout de même de mettre à la verticale, comme vous l'avez là sur la droite, collaboration, simplement parce que ce n'est pas lisible. Ce n'est pas conforme à la recommandation mentions et renvois qui oblige à ce que les mentions informatives, légales, rectificatives soient mises à l'horizontale et ce de manière lisible, donc en termes de taille de caractère, de durée d'exposition, tout ça. Alors tout ça, bien sûr, c'est sanctionné en France. On a l'article 20 de la LCEN, la loi pour la confiance en l'économie numérique, qui oblige à identifier le caractère publicitaire. Et dissimuler l'intention commerciale, c'est aussi considéré comme étant une pratique commerciale trompeuse. Et donc c'est du pénal, c'est une peine qui peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende jusqu'à 300 000 euros d'amende. Amende qui peut être portée jusqu'à 50% des investissements publicitaires qui ont servi à la commission de l'infraction et qui peut être multiplié par 5 pour les personnes morales. Donc, ça peut être très, très lourd. Donc, ces amendes, ce sont des maxima qui n'ont jamais été, à notre connaissance, prononcées jusqu'à ce jour. En tout cas, pour ce type, pour le marketing d'influence. Mais sachez que voilà, c'est lourdement sanctionné par la loi le fait de dissimuler une intention commerciale. Donc, c'est fondamental. Cette transparence, elle est clé. Et bien sûr, les grands principes de loyauté devront toujours être respectés. On a montré cet exemple de Nabila, alors c'est un exemple qu'on ne retrouve plus en ligne, mais on a récupéré la vidéo, qui fait la promotion du Bitcoin. Et donc, on connaît Nabila, on sait que ses audiences sont extrêmement jeunes, en fait. Et elle nous dit, c'est gratuit, il n'y a rien à perdre, c'est de l'argent que vous pouvez toujours récupérer. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés. On regarde sa vidéo. Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre cette sorte de nouvelle monnaie virtuelle. Et en fait, je connais l'une des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc en fait, je trouve que c'est assez bien. Et comme en ce moment, genre c'est grave en train de se développer, ils ont créé un site, je vais vous mettre juste en dessous, vous faites glisser comme d'habitude. En fait, ça vous permet d'apprendre en fait à utiliser le Bitcoin. Voilà, enfin, je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du... Donc la promotion du Bitcoin avec des petits cœurs sur la tête. Alors malheureusement, on a l'AMF qui a épinglé effectivement le contenu et qui nous dit Nabila, le Bitcoin, attention, c'est très risqué, on peut perdre toute sa mise, pas de placement miracle, restez à l'écart. Le souci, c'est que Nabila... Excusez-moi. Oui. J'ai juste une petite question. S'il n'y avait pas eu la promotion avec le lien justement à consulter, est-ce que ça aurait été considéré comme de la publicité? Alors, ça va dépendre en fait. C'est si vous faites la promotion d'une marque, d'un annonceur, qu'il soit identifiable, qu'il soit direct ou indirect, oui, on est dans le cadre d'une collaboration commerciale, oui. Parce que là, elle parle du Bitcoin en général. S'il n'y avait pas eu, vous pouvez regarder le lien en dessous que je vous mets. Est-ce que... Alors là, effectivement, là, c'est pas problématique, tout à fait. Vous avez raison. C'est à partir du moment où elle a cité le site qui permet d'investir. Alors, un moyen de contourner, c'est de passer par des sites d'information sur les crypto-monnaies qui eux-mêmes mènent sur des produits, des produits financiers. Mais ça, c'est un peu plus complexe à détricoter parce que ça passe toujours par le biais de sites d'information. Mais là, en l'occurrence, effectivement, si elle s'était arrêtée sur le Bitcoin, on est en dehors de toute collaboration. On n'a pas la promotion d'une marque. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ne serait-ce sa responsabilité vis-à-vis du jeune public, qui ne relève plus pour le coup de la communication commerciale. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres cas, la loyauté, elle existe aussi entre concurrents. Bon, ça, c'est un cas aux États-Unis où on a 2 influenceuses qui ont été grassement payées par une marque pour démonter un produit concurrent. Elles se sont fait épingler par la FTC, donc la Federal Trade Commission, qui est l'équivalent de la DGCRF en France, aux États-Unis. Elles ont reçu donc 75 000 $ pour faire une revue négative. Fort heureusement, ce sont des cas qu'on n'a jamais identifiés aujourd'hui, ce jour, en France, mais peut-être parce que la culture des affaires est certainement très différente. Bon, en tout cas, diffère certainement. Mais voilà, donc là, bien sûr, la loyauté existe aussi entre concurrents. D'autres cas aussi, là où on a un double produit, on a une influenceuse qui fait la promotion d'un complément alimentaire qui est interdit pour les femmes enceintes, mais elle en fait quand même la promotion. Et le deuxième problème, c'est qu'elle écrit la marque sur son corps, donc on a aussi un problème d'image et de respect de la personne humaine
Le corps comme support publicitaire, donc la chosification en fait. Donc ce sont des choses qui font dans tous les cas, quel que soit le niveau d'application de la marque, même s'il y a un contrôle prépondérant, même s'il n'y a pas de contrôle prépondérant, même s'il n'y a pas de validation, même si on n'impose pas un scénario, mais s'il y a une collaboration commerciale, il faut toujours avoir en tête quand même ces principes éthiques d'une collaboration commerciale responsable. Et bien sûr, la mise en scène d'enfants, elle aussi, elle est extrêmement critique. On a là une maman qui a l'habitude de filmer ses enfants, Swan et Néo. Ils font beaucoup d'unboxing avec des produits. Vous savez, en ce moment, il y a un sujet qui est lié aux produits trop gras, trop sucrés, trop salés, avec une directive européenne qui vise justement à encadrer la communication des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, particulièrement à destination des mineurs. Et donc, cette maman influenceuse, elle peut en une seule vidéo ruiner 15 ans d'efforts de l'industrie alimentaire et d'engagement pris au niveau européen en faisant un blind test pour deviner de quel burger il s'agit ou autre. Donc oui, déjà sur le contenu, sur la consommation excessive, donc on est complètement contraire à la recommandation de l'ARP enfant et comportement alimentaire. Et enfin, quant au statut de l'enfant, il faut savoir qu'il a été récemment encadré par la loi Suder, justement, où là, on prévoit certains des heures de travail, enfin, il y a une assimilation du travail des enfants du statut, il y a une protection à celui des enfants, avec une rémunération qui est bloquée sur un compte séquestre, à la Caisse des dépôts, jusqu'à sa majorité. Donc, il y a un cadre légal qui a été adopté à l'unanimité. Un bref point sur la loi E20. Je fais un focus sur la loi E20. Loi E20, vous avez certainement en tête le cadre légal. Donc, il y a une liste limitative de supports, pas de TV, pas de cinéma. Donc, le reste des supports est autorisé. Et surtout, une liste limitative d'éléments autorisés, de références visuelles, écrites, à l'audio. Et tout ce qui n'est pas dans cette liste, il est interdit. En fait. C'est vraiment, vous avez tous les éléments présents dans la liste dans la publicité doivent être rattachables à cette liste. Tout ce qui est en dehors tout ce qui n'est pas rattachable est interdit. Et ensuite, on a bien sûr des principes généraux. On s'interdit de représenter des consommateurs. Et vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette liste-là, parce que le challenge pour un contenu de brand content, c'est de construire une histoire, raconter une histoire autour des indications autorisées. Et ces indications autorisées, vous les avez là. Donc, si vous représentez des personnages, il faut nécessairement que cela traduise une fonction professionnelle effective. Donc, ça doit être un professionnel passé, présent dans l'élaboration, la distribution, la présentation du produit au consommateur. Donc, on va pouvoir représenter des œnologues, des maîtres de chez, des barman dans une scène vraiment de présentation du produit, en fait, de service, avec le geste professionnel. Tout autre personnage est interdit, ça veut dire. Ensuite, on va pouvoir parler, bien sûr, du produit, sa dénomination, les marques, tout ça. L'origine du produit, l'origine, elle peut être historique, elle peut être géographique. La composition du produit, on va pouvoir parler d'une recette de cocktail, par exemple, ou un mode d'élaboration. Donc, l'ensemble des étapes du processus qui permettent d'aboutir au produit fini. Et les modalités de consommation aussi. Donc, c'est tout ce qui est conditions optimales de dégustation, les associations culinaires, tout ça. Et des références objectives aux couleurs, caractéristiques olfactives. Tout ça, en fait, donc on se rend compte que le cadre est extrêmement strict, extrêmement contraint, parce que tout ce qui n'est pas dans cette liste est interdit. Et pourtant, on trouve des contenus qui sont extrêmement créatifs, parce que justement, autour de ces indications-là, on parvient quand même à raconter des histoires, et beaucoup en brand content. Et j'ai quelques exemples à vous montrer. Donc là, c'est la publicité classique, c'est pas du brand content, on est vraiment sur un encart presse, où là, pour le coup, la représentation de personnages, pour le clan Campbell, ça va être la famille qui élabore justement le whisky, ou bien là, sur la droite, vous avez le rhum AOC Martinique avec des personnes qui travaillent donc dans les champs de canne à sucre. Donc, vous avez des références géographiques, références historiques, et la représentation de personnages sont des professionnels présentés comme tels. Eh bien, un exemple de contenu, là, pour le coup, où on arrive à broder et raconter une histoire autour de la représentation de personnages exerçant une fonction professionnelle effective. Et on va parler des conditions optimales de dégustation, des associations culinaires. Donc là, on a un contenu pour Martini. Et bien sûr, toujours avec le message de modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. This is really punchy. You've got all these like beautiful colours.
the suggestion of things like spaghetti and all things Italian, but this is using courgette ribbons. To surprise my friends, I like to use an ingredient maybe they're not familiar with, something they'd use every day, and just surprise them by how simple and easy it can be to make something new and tasty. Voilà un exemple de contenu qui est tout à fait conforme et qui tourne, donc qui gravite autour des indications autorisées. Un autre exemple assez intéressant où là, c'est une mise en scène, c'est un partenariat, donc c'est une co-création entre un média et une marque qui va activer un talent, un influenceur, un créateur, là, en l'occurrence Scotchman, qui est un chef et qui, avec un barman, un mixologue, eh bien, va nous faire une recette de cocktail qui se mariera parfaitement bien avec une côte de bœuf façon barbecue. Wesh mec, je vérifie quelle heure il est. Il est midi. Et midi, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des gros barbecues. Rémi, qu'est-ce que tu vas nous faire toi avant que je balance la sauce, moi? Un petit cocktail frais à accompagner avec la viande et c'est parti. On est au marché Pop dans le 12e arrondissement de Paname. Vous avez le chef et le barman. On va se faire un gros barbecue. Allez, à toutes mec. Ok. Là, j'ai la côte de bœuf. Donc là, ce que je vais t'apprendre, c'est à la ficeler, la côte de bœuf. Tu prends un peu de ficelle. Tu vas venir l'attraper en double catchage. Je passe juste derrière, tu vois. Et là, regarde, ça se fait naturellement. Et là, je resserre de là. Ma technique pour aujourd'hui, c'est d'imbiber cette superbe côte de bœuf avec une belle giclée de Jameson. Bien sur le torchon. Voilà. Donc, avec le food pairing, vraiment, il y a vraiment des choses à faire en brand content, en association culinaire et avec des chefs et des professionnels. Alors bien sûr, il va falloir veiller à ce qu'ils ne consomment pas, il va falloir veiller à ce que tout ce qu'ils disent en fait puisse être rattachable directement, en fait que le lien soit vraiment justifié en fait avec les indications autorisées. Dès lors, on peut faire des choses assez sympas, mais il va falloir quand même être vigilant sur la vidéo dans son intégralité. Alors la petite pour les vidéos qui sont partageables, on recommande aussi de prévenir en fait qu'il s'agit d'une vidéo qui fait référence à de l'alcool qui ne doit pas être partagée à des personnes de moins de 18 ans. Pourquoi on prévient en amont? Parce que la loi E20 qui autorise, c'est la loi Bachelot en 2009 qui a introduit le support Internet à l'époque comme support autorisé, nous dit que la publicité alcool ne doit pas être intrusive. Un pré-roll qui s'annonce comme ça, qui n'est pas skippable avant une vidéo sur YouTube, par exemple, pourrait être considéré comme intrusif. Donc, le fait de mettre un slate, un carton en début de vidéo alcool permet justement de réduire cette perception d'intrusivité. Donc, c'est bien de prévenir. Et bien sûr, le contenu, il y a une barrière d'âge. En fait, le contenu ne peut pas être visible par des mineurs. Donc, c'est bien de mettre aussi cette alerte-là quand la vidéo est partageable. Donc là, on est sur l'origine géographique du produit, indication autorisée, mode d'élaboration, recette de cocktail, conditions optimales de dégustation, de service, et les personnages, alors pas tous, c'est là où il faut faire attention, des personnages représentés doivent être professionnels. Des professionnels et présentés comme tels. Vraiment, il faut que ça traduise une fonction effective. Avec la recette du mojito cubain. J'ai d'autres exemples à vous montrer. Alors, encore une fois, donc là, c'est une référence aux origines géographiques du produit, avec le Boilermaker, qui est un cocktail qui mixe whisky et bière. Whisky and a beer. She wants to create the ideal match of whisky and beer. Et du coup, on s'est dit, on va créer la bière. So we decided to go to Ireland because we wanted to age our beer in Jameson barrels. Donc il y a aussi mode d'élaboration, donc l'ensemble des étapes du processus qui permettent d'aboutir donc au produit en distillerie. Le geste professionnel, c'est hyper important. Ça, c'est un point aussi qui vous permet de justifier le caractère professionnel quand vous représentez un personnage, en fait. Give it a nice slap.
et du food pairing, bien sûr. Donc voilà. Alors pour l'influence en tant que telle, pour le marketing d'influence, on va toujours s'interroger, vous l'aurez compris, sur qui est l'influenceur, est-ce qu'il est habilité à prendre la parole pour le compte d'une marque. On a, nous, fait une espèce de classification assez grossière entre l'influenceur professionnel, qui lui, en fait, a une fonction effective, va être fondé, légitime pour parler pour le compte d'une marque. On va bien réduire le risque pour le coup. L'amateur éclairé, qui lui, en fait, est reconnu par sa communauté pour ses compétences. Quelque part, il fait autorité, qu'on détermine au moyen d'un faisceau d'indices, là aussi. Est-ce qu'il a vraiment un historique, un legacy avec le produit? Est-ce qu'il a une autorité? Est-ce qu'il a une légitimité? Est-ce qu'il est professionnel? Du consommateur, de l'influenceur lifestyle, blogueur, mode, voyage, qui lui, pour le coup, n'a rien à voir avec le secteur et pour lequel ça va être beaucoup plus compliqué, en fait, de prendre la parole pour une marque d'alcool, donc à être activée. Là, par exemple, on a Anne-Sophie Pic qui est chef. Elle nous fait part d'une association culinaire entre un vin Château Latour et un dessert. Et bien là, l'émetteur, lui, bien sûr, peut prendre la parole. On considère qu'il peut prendre la parole dès lors que le contenu du post puisse être attaché aux indications autorisées. Donc, on est sur les distributions, on est sur l'association culinaire. Bon, il manque le message de modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il ne faut pas oublier. Là, on a un exemple avec une amatrice éclairée, donc qui a un blog qui s'appelle Envie d'apéro et qui est réputé donc pour ses recettes d'apéro, d'associations là aussi culinaires pour préparer des apéros avec le bon produit qui se marie avec le... Et donc là, elle nous fait un partenariat avec Grimbergen qui est clean en fait, qui est axé vraiment, qui est assez neutre, qui est axé sur les associations culinaires avec une préparation d'un apéro. Voilà. Donc, c'est le genre d'influenceurs qu'on peut activer. Alors, attention, des influenceurs, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le secteur, sont plutôt à proscrire, surtout si vous les représentez en tant que consommateur. Donc, en haut à gauche, là, vous avez un influenceur lifestyle qui est représenté dans une situation de consommation. Donc, ça, c'est proscrit par la loi E20. On ne peut pas. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, bien sûr, dans les faits, des marques activent tout de même des influenceurs qui sont lifestyle, qui sont blogueurs, mais justement pour amoindrir, diminuer le risque, eh bien, ne représentent pas de situation de consommation. Donc là, en bas à droite, on va être sur une photo sur Instagram assez jolie avec là aussi de l'association culinaire, mais l'influenceuse n'est pas mise en scène dans une situation de consommation. Donc ça permet d'amoindrir le risque. L'influenceur peut devenir lui-même annonceur. Donc là, on a le YouTuber Kemar qui s'associe à Saveur Bière pour créer sa propre bière. Donc là, on a un vrai sujet, c'est que le contenu n'est pas du tout rattachable aux indications autorisées. Et en plus de ça, il a un public qui est extrêmement jeune. Et ce sera la dernière vidéo que j'aurai à vous montrer. Le houblon coule dans mes veines. Je suis ici pour transmettre aux générations futures l'espoir d'une dynastie oubliée. Je suis le Malte incarné. Aucun brasseur ne m'arrive à la cheville. Je suis Kramer, le roi bière. Kramer. Exclusivement sur Saveur Bière. Donc voilà, je suis le roi bière, je suis le Malte incarné. Bon, toutes ces indications à l'audio sont difficilement rattachables aux références autorisées. Et là, je passe les détails sur la manière dont on accompagne les influenceurs. On est souvent amené à les former nous-mêmes, directement les influenceurs qui peuvent adhérer en leur nom à la RPP. Et on veille au respect des règles. Typiquement, l'an dernier, on a 5 affaires influenceurs qui ont été traitées par le jury de déontologie publicitaire sur les 63. Donc, toujours sur des questions de transparence, d'absence d'indication du partenariat. Voilà, et puis on mesure le niveau de conformité au moyen d'un observatoire qu'on a lancé en 2019 qui a permis de révéler que 55% des collaborations
entre influenceurs et marques était correctement identifié. On va relancer la V2 en 2021 en s'appuyant sur de l'IA cette fois-ci, en s'adossant à des plateformes qui intègrent les API des réseaux sociaux et au moyen d'algorithmes basés sur le traitement du langage naturel pour faire remonter des suspicions de partenariat et pouvoir mesurer sur la durée les tendances, si elles s'améliorent ou non dans la transparence. Et j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis tout oui si vous avez des questions à poser. Super, merci beaucoup Mohamed. Est-ce que l'audience a des questions? Est-ce que vous avez des questions? On était assez nombreux à être connectés ce matin. Est-ce que on en a déjà quelques-unes, une en tout cas. On est à votre dispo. Aujourd'hui, Mohamed, je te pose une petite question. Là, tu traites uniquement des règles finalement de déontologie de la publicité pour savoir dans quel cas on se retrouve dans une publicité ou pas. Est-ce que vous traitez également les problématiques de droit d'auteur sur les influenceurs qui sont souvent une vraie problématique de savoir qui est l'ayant droit, à qui appartient le contenu produit ou coproduit? Alors, à l'ARP, non. Si tu veux, statutairement, nous, en fait, on traite du contenu de la communication, de la loyauté vis-à-vis du consommateur. Mais toutes les règles contractuelles entre une marque, un créateur, là, sont des choses, en fait, qui sont hors scope pour nous. On reste vraiment sur le contenu. Le contenu, la déontologie, bien sûr, mais là, on parlait de loi E20, c'est du droit dur. Hein. Donc, on est sur les deux, en fait. On est sur le cadre légal, la loyauté, les pratiques commerciales trompeuses, telles qu'elles sont définies dans le Code de la consommation, et la déontologie, mais toujours sur le contenu, pour la transparence vis-à-vis des audiences, la loyauté à leur endroit, à leur égard. Ok. Bonjour Mohamed, bravo pour ces illustrations. Vous avez du pain sur la planche, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de franchissements de limites. Je vois que vous êtes approché du CELSA, parce que quand le mot dépublicitarisation, ça vient du CELSA. Donc, ils ont des théories assez extrêmes au CELSA. Hein. Ah, d'accord. Oui. Ils considèrent que, en gros, comme les annonceurs ne peuvent pas rentrer par la porte, ils rentrent par la fenêtre et ils utilisent tous les moyens. Donc, moi, ma question, c'est qu'aujourd'hui, on a une autre forme de nuisance de la publicité, qui est la publicité dans la ville. La ville de Paris est en train de faire une grosse réflexion sur l'esthétique. Et on voit aujourd'hui des écrans remplir toutes les boutiques avec des nuisances très importantes. Je ne sais pas, quelqu'un qui habite, par exemple, dans un immeuble en face d'un écran Phoenix, il peut être réveillé toute la nuit par un clignotement extrêmement agressif. Je caricature exprès. Est-ce que vous allez vous emparer de ce sujet? Parce que moi, quand j'ai sollicité les afficheurs, DOH, etc., la réponse que j'ai eue, c'est on ne va pas commencer à légiférer sur la qualité des messages. Or, il y a des messages qui sont particulièrement agressifs, néfastes pour l'esthétique de la ville. Et donc, il y a un problème, c'est que si on ne peut pas donner d'avis sur la qualité des contenus qui sont affichés dans nos villes, et on voit qu'il y a une responsabilité esthétique de toutes ces enseignes qui s'expriment, eh ben, on risque de ne pas pouvoir vraiment contrôler ce mouvement. On va devoir tout interdire, en gros. Quelle est ta position? C'est une vraie question. Alors, si tu veux, comme je disais tout à l'heure, nous, l'ARP, on ne va pas du tout être sur les aspects quantitatifs et pression publicitaire. On est vraiment sur le contenu, en fait, le contenu du message. Alors, il y a des messages qui sont particulièrement agressifs, des types de messages. Ensuite, on a les afficheurs au sein du... ils sont représentés au sein du conseil d'administration. S'il fallait effectivement prendre une position sur le sujet, elle sera décidée par le conseil d'administration. Là, à ce jour, en fait, nous, on va surtout veiller à ce que le message soit loyal, le message véhiculé soit loyal et protecteur du consommateur, mais au sens contenu, en fait, de l'allégation publicitaire. Il y a effectivement certaines dispositions, notamment dans la recommandation digitale, où on va être sur le confort. Le confort de navigation, par exemple. On va veiller à ce que la publicité soit pas recouvrante, soit pas surgissante. Elle n'empêche pas. Mais sur ces questions liées à l'occupation de l'espace public et de l'affichage digital, c'est une question. S'il fallait qu'on s'en saisisse, il faudrait qu'il y ait mandat de notre conseil d'administration pour ça. D'accord.
En tout cas, ça vous fera un beau chantier. Et je crois que la ville de Paris, de toute façon, va s'y attaquer de manière assez directe. Et le native advertising, là, tu n'en as pas parlé directement. Quelle est votre position aujourd'hui, vos Alors, impressions? le native, en fait, c'est une des fiches qu'on a dans notre recommandation. On part du principe que, alors sur la forme du native, le fait qu'il effectivement s'intègre dans le design d'une page, le fait que les frontières entre l'éditorial et la communication commerciale puissent paraître floues dans certains cas de figure, et bien dans ce cas-là, on va demander est-ce qu'il y a une indication explicite sur la nature commerciale. C'est ce que prévoit la recommandation en fait pour le native advertising. C'est dès lors que la teneur commerciale, l'intention commerciale n'est pas claire, eh bien il faut l'indiquer comme tel. Voilà. Donc la définition qu'on retient du native advertising, c'est celle de l'IAB. Il y a un livre blanc de l'IAB qui est très bien fait, de l'Interactive Advertising Bureau. Cette définition-là, donc on est là aussi sur la transparence dans l'intention commerciale, à indiquer comme telle. Et ça fait partie des règles en fait qui vont être revues dans le cadre d'une refonte globale de la recommandation communication publicitaire digitale qu'on initie avec les professionnels, des fins de simplification de lecture. Donc on restructure le texte et on souhaiterait effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a plusieurs fiches, notamment l'une sur les blogs de marque, les advergames, regrouper tout ça sous l'égide d'une fiche unique qui serait le brand content et définir avec vous, professionnels, les bonnes pratiques de transparence, de loyauté et l'applicabilité des règles à des contenus qui ne sont pas nécessairement axés sur la promotion d'un produit ou d'un service. Donc ça, c'est à définir avec vous. Okay. Si vous avez des questions. Merci Daniel. Pardon, Willy, allez-y. Oui, vous disiez plutôt que les influenceurs étaient plus sélectifs maintenant sur les partenariats parce qu'ils étaient enchaînés dans leur création, leur contenu. Est-ce que vous trouvez que, que le regroupement autour d'agences d'influenceurs, ça a beaucoup pesé là-dessus? C'est possible. C'est absolument. Alors, ça dépend ce qu'on entend par agence d'influenceurs. Vous avez des agences digitales qui sont spécialisées ou non dans le marketing d'influence. Vous avez des plateformes d'influenceurs qui, elles, font aussi, dans une certaine mesure, un peu de conseil. Effectivement, selon l'accompagnement des marques, effectivement, l'accompagnement des agences auprès des influenceurs, c'est un seuil qui varie en fait, effectivement, selon l'accompagnement des agences. Elles y sont, oui. Je pense qu'il y a une raison. Elles sont clés dans ce KPI, ouais. D'accord, merci. J'en prie. Est-ce que ces agences-là vous consultent dès qu'elles ont un doute, ou bien c'est plutôt a posteriori quand il y a des plaintes ou des sujets que vous êtes amené à vous saisir de certains postes ou de certaines activations? Alors, elles consultent beaucoup. Pour beaucoup d'entre elles, elles sont adhérentes. Quand on a lancé l'Observatoire du marketing d'influence en 2019, on a proposé à ce qu'il soit piloté par un comité de suivi composé d'agences, et c'est par ce biais-là qu'elles ont rejoint le dispositif. Et depuis, et de plus en plus, elles nous consultent en amont sur des secteurs bien identifiés parfois, à risque ou non, strictement encadrés ou pas, sur la finance, sur l'alcool, sur la santé, beaucoup aussi. Donc, elles nous sollicitent en amont. Clairement, celles qui sont adhérentes chez nous. Ensuite, on a l'observatoire qui permet de mesurer objectivement, on essaie, le respect des règles. Et là, on fait vraiment de l'analyse, de la veille, de l'analyse de contenu et qu'on fera de plus en plus, qu'on automatisera de plus en plus grâce au machine learning. On a lancé un dispositif qui s'appelle Invenio au printemps dernier, qui fait travailler des modèles basés sur l'image et le texte, sur des contenus, et qui nous fait remonter des suspicions de manquement. Et à charge pour le juriste, le traitement est toujours humain à la fin, de valider ou invalider le manquement, ce qui permet d'améliorer la précision des modèles. Donc, il y a les deux en fait. Il y a l'amont, et pour ceux qui ne sont pas dans le dispositif, dans tous les cas, au bout du bout, il y a quand même le jury de déontologie publicitaire qui traite des plaintes. C'est-à-dire que et on en reçoit de plus en plus des plaintes des consommateurs sur l'absence de transparence et ce qui est redoutable parfois aussi pour l'influenceur, parce que c'est sa personne qui peut se retrouver affichée dans un avis du jury. Donc donc il y a un contrôle qui est positionné aussi en aval après diffusion, et un accompagnement en amont
Tout ça pour on essaie de parfaire le système et éviter les trous dans la raquette. J'ai une question en fait. Est-ce que l'influenceur, il est sanctionné aussi en parallèle ou jamais? Alors, tout va dépendre de celui qui est à l'origine du manquement. Si la marque ou son représentant, l'agence, arrive à démontrer que dans un contrat, ils ont demandé à l'influenceur de dévoiler la collaboration, que c'est l'influenceur finalement qui ne l'a pas fait par crainte de voir les audiences se détourner de lui ou autre, et bien là, il en sera responsable. À l'inverse, si l'influenceur dit, écoutez, moi, c'est la marque qui m'a demandé, il y a la possibilité de prouver la marque qui m'a demandé de dissimuler le partenariat. Là, pour le coup, ce sera la marque ou un intermédiaire qui le sera. Est-ce qu'il y a obligation d'avoir un contrat qui nous lie entre l'influenceur, la marque et le média qui va exploiter en fait Il n'y a pas d'obligation, mais c'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé. Ça permet vraiment de mettre au clair les parts de responsabilité de chacun et en cas de litige, pouvoir apporter la preuve que justement que les parties ont bien respecté leurs engagements. D'accord. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question à vous poser sur la manière de divulguer en fait les partenariats commerciaux. Donc, vous nous avez présenté les fonctionnalités implémentées par les plateformes type Instagram, partenariats rémunérés avec. Est-ce que vous avez un retour sur l'efficacité ou non de ces outils? Alors, il y a des études qui ont démontré que, il faudrait que je retrouve les références, que la transparence, en fait, sur l'efficacité, en tout cas sur le lien de confiance avec les audiences, en fait, le fait d'être transparent sur un partenariat renforce. Alors, on a parfois tendance à penser, certains influenceurs ont tendance à penser que s'ils dévoilent l'attention commerciale, eh bien, l'avis paraîtra moins objectif ou autre. Au contraire, d'après ces études-là, le lien renforce la transparence, renforce le lien avec les audiences. Il y a d'autres études qui sont en cours et on devrait avoir les résultats d'ici peu sur l'efficacité perçue de cette transparence-là et on communiquera dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce qui est assez intéressant sur Mohamed, ce que tu viens de souligner, ça revient à la qualité du contenu. Et je crois qu'il y a une étude récente qui est sortie, et désolé, je ne fais pas la référence, j'essaierai de la mettre dans le cadre du bureau de la BCMA, qui montre qu'un influenceur qui sponsorise son contenu ne le dévalorise pas. Donc, une action qui était quelque chose de complètement, parce qu'il y a une espèce d'omerta qui dit non, un influenceur doit faire que de l'organique, voyant bien évidemment leur reach organique complètement descendre, se sont mis pour certains à sponsoriser et tout le monde pensait que ça allait forcément dévaloriser leur posture d'influenceur. En fin de compte, l'étude démontre, et vraiment, je vais la retrouver et je vous la passerai avec le bureau, on vous la mettra dans le rendu, qui montrait que finalement, ça avait peu d'impact tant que le contenu était bon. Et d'ailleurs, c'est une posture que les Américains ont toujours eue sur l'advertisement, qui est de dire, vous savez, vous les Français, vous vous souciez énormément de l'aspect commercial d'un produit culturel, c'est horrible, horrible. Nous, en fin de compte, si on le promeut, si on le sponsorise, si on le market, si c'est bien fait, si c'est fait, et comme tu le soulignais, Mohamed, dans la lignée éditoriale du contenu, il faut que ça ait du sens, eh bien alors, finalement, la qualité du contenu n'est pas altérée parce qu'on le sponsorise ou alors parce qu'il est rémunéré par une marque derrière. Tout à fait. Nous, d'ailleurs, dans les études qu'on a pu faire, moi, je suis enseignant-chercheur en marketing, c'est exactement ça qu'on obtient dans les dernières études qu'on a faites, c'est que globalement, quand on compare en A/B testing un même post Instagram avec la mention en partenariat avec, not sponsored, sponsored, SP, paid, c'est vraiment lorsqu'on est très explicite et qu'on dit clairement les choses, qu'on renforce la confiance. Et d'ailleurs, lorsqu'il n'y a aucune indication, ce qui est très étrange, ça fait un peu un effet boomerang, c'est que de fait, les consommateurs, s'il n'y a aucune mention, vont avoir une suspicion très forte et ça va être pire. C'est là où ça devient très intéressant. Intéressant. Et ça, c'est une étude que vous avez faite
Récemment, en fait, on travaille dessus avec des collègues. On a fait plusieurs études. Ça a été un processus assez long pour nous parce que vous parliez tout à l'heure d'études et de littérature. En fait, toutes les premières études scientifiques, on va dire, donc publiées dans des revues à comité de lecture. Sur les études parues dans les années 2017-2018, on avait cette tendance à montrer que dès lors qu'on indiquait que c'était en partenariat rémunéré, payé ou sponsorisé, on avait des effets négatifs et sur l'influenceur et sur l'annonceur. Et ça fait à peu près 1 an et demi que les études viennent montrer le contraire, parce que les gens ont acquis une certaine connaissance des réseaux, des pratiques en matière de publicité, et donc sont dans d'autres logiques. Il y a clairement un niveau de conscience qui se généralise. Hein. On le voit aussi avec les plaintes des consommateurs. Ils sont extrêmement avertis dans la formulation de la plainte. Et pour le coup, ils ont une vraie connaissance de cette transparence. Ils connaissent les codes, en fait, clairement. Donc, il y a... Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Mohamed, en tout cas. Je pense que toutes les questions, on va les poursuivre ensemble. Hein. La BCMA, Bandit Content Marketing Association, va continuer avec l'ARP. Hein. Je pense qu'on a du pain sur la planche. Daniel le disait, et Daniel, tu es le bienvenu pour participer d'ailleurs à ces débats avec nous. Voilà, il est l'heure. On s'était dit que c'était 1 heure, donc on essaie de respecter l'agenda de chacun. Merci 1000 fois, Mohamed. On se dit à très bientôt. Merci Thomas. On vous donne rendez-vous à tous pour une nouvelle session live de la BCMA au mois de janvier. On va vous dire ça et organiser ça très rapidement, et vous recevrez évidemment les invitations par les réseaux et via le réseau des adhérents également. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée à tous d'avoir organisé cette réunion. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.